Bonjour. On va démarrer tout de suite cette masterclass donc autour du docteur Vandana Shiva, physicienne et philosophe. Elle combine la recherche intellectuelle, la connaissance scientifique avec un activisme déterminé et particulièrement courageux. Elle œuvre pour la protection de la diversité et l'intégrité des ressources vivantes, en particulier des semences indigènes, la promotion de l'agriculture biologique et du commerce équitable. Sa renommée est mondiale. Elle est considérée comme étant une des plus influentes écologistes et altermondialistes. En 2003, le magazine Time dit d'elle qu'elle est un héros environnemental. Et en 2010, le magazine Forbes la désigne comme l'une des 7 femmes les plus puissantes du monde. Dr Shiva a reçu des doctorats honorifiques de nombreuses universités un peu partout dans le monde. Et ça nous parle. On est ici dans une université, donc évidemment, ça veut dire quelque chose. Et puis, elle a été honorée de nombreux prix, dont dès 1993, le prix Nobel alternatif, qu'on appelle aussi le Right Livelihood Award, le Global 500 des Nations Unies. En 2009, Yoko Ono lui décerne la bourse Lennon Ono pour la paix. En 2016, le prix Midori pour la biodiversité. En 2018, le prix du Sommet international de l'environnement. Et en 2021, le prix Amrita Devi. J'ai dû faire court, il y en a plein d'autres, mais bon, ça vous donne déjà une idée quand même du pédigré de la dame que nous recevons. Donc, c'est un immense honneur qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Je pense qu'on peut l'applaudir à nouveau. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, je pensais que c'était intéressant pour vraiment mieux comprendre le parcours et ce qui anime Vandana Shiva. On va essayer de retracer son chemin de vie. Et donc, Vandana Shiva, vous êtes né en 1952 en Inde, à Dehradun, une ville qui se trouve à environ 200 km au nord de New Delhi, au pied de l'Himalaya. Et on va découvrir quelques photos de vous, enfant. Voilà Vandana Shiva, enfant. Quel âge avez-vous sur cette photo, Vandana? Maybe you can use your 12 or 13. 12 or 13? 12 ou 13 ans. Alors, du coup, il ne marche toujours pas? Si, 12 ou 13 ans, vous m'entendez? Est-ce qu'on peut le mettre plus fort, le troisième micro? Parce que vous avez une voix qui est plus... Non? Ouais, d'accord. OK. Donc, 12 ou 13 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette enfance? Quelle petite fille étiez-vous? Est-ce que vous étiez timide, fonceuse? Est-ce que c'était une enfance heureuse? I had a very happy and peaceful childhood, but I was very shy. And I never wanted to write. And here I've written so many books. I went to a convent. Actually, a convent started by a French, Saint Thévenet. And I was there for 200 years as a chief guest. And I would write equations because I was passionate about math and physics. And I'd be asked to write a topic and I'd write an equation. And Mother Superior called me and said, "You're going to fail in life. You have to learn English." I said, "Words are so many." Whereas, a few abbreviations can tell the same story. And I was also very shy in terms of public speaking. They made me the head girl of my school. And I said, "I'll do everything that's needed, but I will not do the assembly speech," which we had to do. So I didn't like to speak. I didn't like to write. And here I'm doing just that, largely because it's about more than me. When it stopped being about me, then I could speak, then I could write. Donc, mon enfance a été une enfance très heureuse, très paisible. J'étais particulièrement timide. Je n'aimais pas écrire. Aujourd'hui, j'ai écrit un certain nombre de livres et en fait, j'ai été éduquée dans un couvent qui avait été d'ailleurs fondé par un Français et j'y ai passé un certain nombre d'années et j'écrivais à longueur de temps des équations. J'adorais les maths et la physique. Dès qu'on me demandait d'écrire, j'écrivais des équations et la mère supérieure m'a rattrapée par le col et m'a dit: "Il va falloir, si tu veux réussir dans la vie, apprendre l'anglais." Et je lui ai répondu: "Mais il y a tant de mots en anglais alors qu'on
peut tout dire avec des abréviations scientifiques. Je détestais aussi prendre la parole en public. Pourtant, j'ai été nommée déléguée pour l'école et j'étais prête à tout faire, à part prendre la parole en public et donc faire le discours à l'Assemblée qui se tenait tous les matins. Mais maintenant, évidemment, je ne fais que ça, écrire et parler en public, mais c'est parce que je le fais non pas en mon nom propre, non pas pour moi, mais pour une cause plus grande. Alors, on a encore quelques autres photos de ces moments d'enfance. Qu'est-ce que vous aimeriez partager comme anecdote au regard de ces photos? Qu'est-ce qu'elles disent de vous, Vandana Shiva? Yeah, the first one, of course, is me as a schoolgirl and a classmate. And the second picture is with Mother Superior of the Convent of Jesus and Mary. Wonderful, wonderful human being. And that's me as the head girl. And that's one of our teachers, Miss Saldana. And then we are on a picnic in the other little hazy picture. And that's me talking to somebody on our school wall. Il faut savoir que j'ai réussi à avoir ces photos par son assistante. Elle n'était pas forcément au courant. Donc, la première photo en haut à gauche est celle de moi collégienne avec une amie. La deuxième à droite, c'est avec la mère supérieure, une femme formidable au couvent Jésus et Marie et une des enseignantes, Salnana. Et en bas à gauche, c'est pendant un pique-nique. Et la quatrième photo, je suis en train de parler à quelqu'un sur le muret de l'école. Alors, on le comprend, Vandana, vous êtes une jeune femme brillante. Vous vous lancez dans les études, d'abord des études de physique en Inde, où vous obtenez une licence et un master, puis vous poursuivez au Canada, à l'université de Western Ontario, où vous obtenez un doctorat en philosophie des sciences portant sur la physique quantique. De là, vous avez mené des recherches interdisciplinaires en sciences, technologies et politique environnementale au sein de l'Indian Institute of Science et à l'Indian Institute of Management à Bangalore. Alors, docteur Vandana Shiva, ici, vous êtes dans une université et donc il me semble particulièrement intéressant de vous poser la question suivante. Pourquoi ne pas avoir continué cette trajectoire toute tracée qui était déjà couronnée de succès en tant que scientifique et chercheuse, surtout que ça vous plaisait? Yeah, I like the pathway of physics. The first convent I went to didn't have any science because they couldn't find women science teachers. And when my father got posted to Dehradun, I joined the convent in Dehradun. And I used to go to college professors to try and learn. And I remember Mother Immaculata was the superior. She insisted I apply for the Science Talent Scholarship. And I got it, it's given to the top 100 students of the country. And it saw me through. I was doing my PhD in India on particle physics. But my guide changed 5 universities in 1 year. It was so brilliant. He was asked to go to Shanti Niketan to start the physics department. He was asked to go to JNU to start the environmental sciences department. And, because he was moving so much, I started to study everything about the foundations of quantum theory. And that's how I ended up being in Canada. I came back to India for gratitude, I had to give back to the country. I could have stayed on. But the morning I defended my PhD, I took the evening flight that day. Because I'd seen too many people, once they went abroad, they never came back. And I said, I must come back and give. But I must also understand my society. I must pause there, I think. Yeah. Good idea. Oui, j'aimais énormément la physique. D'ailleurs, le premier couvent où j'ai été à l'école, il n'y avait pas de cours de sciences, tout simplement parce qu'ils ne trouvaient pas de femmes professeurs de sciences. Ensuite, mon père a été nommé à Dehradun et c'est là où j'ai rejoint donc cet autre couvent. Et j'allais bien souvent voir les professeurs pour en savoir plus. Et la mère supérieure m'a encouragée à demander une bourse de talent scientifique, une bourse qui est octroyée
envoyer aux 100 étudiants et étudiantes les meilleurs en sciences en Inde et j'ai reçu cette bourse. J'avais commencé mon doctorat en Inde sur la physique des particules, mais le professeur qui supervisait ma thèse pendant 5 ans a beaucoup voyagé. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant et donc à chaque fois, il était envoyé dans une autre université. Et donc, ça m'a donné beaucoup de temps pour m'intéresser aux fondements de la théorie quantique. Et c'est pour ça que je suis partie au Canada pour terminer ma thèse. Mais le soir même d'avoir reçu ma thèse au Canada, je suis rentrée directement en Inde. Je souhaitais revenir chez moi pour pouvoir rendre au pays qui m'avait tant donné parce que j'avais vu énormément de personnes quitter le pays et ne jamais revenir et ça n'était pas ce que je voulais faire. So, I first joined the Indian Institute of Science to continue my work on quantum theory, but I had 2 reasons of wanting to take a break. I thought at that time it was just a break. First, I had got involved in this beautiful movement called CHIPCO, where women came out to protect trees in the Himalayan region. And I call that my University of Ecology. Yeah. So I said, there's all this knowledge, indigenous knowledge, which is not counted. And I definitely want to study that much more and be part of it. But the second was, the thesis then and even now is, you have more science, you have less poverty. We were the 3rd biggest scientific community of the world in India, but we also have huge poverty. And I said, how do the science technology connect to society? So that's why I joined the Indian Institute of Management and did many studies at that time. And eventually after, I think in 3 years' time, I realized I had to become independent like you did, and my mother had been very generous. She had said, anytime you want to leave university, take the cow shed, because she used to have cows. And she said, this place is there for you to create anything you want to. And that's why I created the Research Foundation for Science, Technology, and Ecology. So 2 reasons. One, the richness of knowledge in the world that we don't take into account. I call it epistemic democracy, that the world will be richer the more we turn to knowledges that are not counted as science. Yeah. And the second, the issue of impact. I did studies on trawling, how fishermen got poorer the bigger the trawlers became, because a few big trawler owners could take all the fish. Agriculture, how the Green Revolution destroyed small farmers. I wrote a book on it. Don't go too far. No. Donc, j'ai commencé en effet à l'université en étudiant la théorie quantique et puis j'ai voulu faire une pause, en tout cas ce que je pensais être une pause à l'époque, pour 2 raisons. Tout d'abord parce que j'avais commencé à m'impliquer dans le mouvement CHIPCO, qui est un mouvement de femmes qui souhaitaient protéger les arbres dans l'Himalaya et c'est là où j'ai beaucoup appris de ces femmes. Pour moi, c'était l'université de l'écologie sur le terrain et j'ai donc découvert toute cette connaissance autochtone, indigène, qui n'est pas connue et qui n'est pas comptabilisée comme connaissance aujourd'hui, et je voulais en savoir plus. Et la deuxième raison était qu'aujourd'hui, on part du principe que plus il y a de science, moins il y aura de pauvreté. Or, l'Inde était le 3e plus grand pays en termes de production scientifique, mais en même temps, un pays où la pauvreté fait rage. Et donc, je voulais faire cette connexion entre la science et la société. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'Institut de Management, et j'y ai passé 3 ans et ensuite j'avais envie de voler de mes propres ailes et ma mère à l'époque était très généreuse, elle m'avait dit quand tu voudras arrêter tes études, passer à autre chose, eh bien on a une petite cabane qui était les écuries pour les vaches, l'étable pour les vaches parce qu'elle élevait des vaches, eh bien tu peux toujours t'en servir et commencer à travailler sur ton projet. Et c'est ce que j'ai fait, c'est là que j'ai fondé la Fondation pour la recherche, pour la science, la technologie et l'écologie.
Donc, les deux raisons pour lesquelles j'ai changé de voie sont, numéro un, de reconnaître la diversité des connaissances dans le monde. C'est ce que j'appelle la démocratie épistémique, le fait que il faudrait prendre en compte et découvrir toutes ces connaissances qui existent et qui ne sont pas considérées comme de la science aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'était d'avoir un impact. J'ai par exemple étudié le fait qu'à mesure que se développe la pêche à la drague, eh bien, les pêcheurs, eux, s'appauvrissent parce qu'un énorme bateau peut pêcher beaucoup plus qu'un seul pêcheur. Et la même chose dans l'agriculture avec la révolution verte. À partir de là, vous allez très rapidement passer à l'action et devenir une militante acharnée. Et donc, je vous propose de passer en revue quelques-unes des causes qui vous tiennent le plus à cœur, sans prétendre être exhaustif, bien sûr. Ça commence avec un combat spectaculaire qui a des allures de David contre Goliath, ce qui sera votre marque de fabrique tout au long de votre parcours d'activiste. On est dans les années 80 et vous vous opposez à la construction d'énormes barrages qui sont prévus sur la rivière Narmada et qui risquent, selon vous, d'abîmer les écosystèmes tout en forçant à partir des millions de paysans pauvres. Racontez-nous ce combat. You know, the large dams were being called the temples of modern India, and basically it was the World Bank financing all of it. It isn't that India didn't have irrigation systems. We are amazing in terms of the tank systems in the Deccan, the amazing ahars and pines in what is today's Jharkhand. You know, we were an irrigation civilization, not in centralized form. That's where Marx got it wrong, where he called us the hydraulic society run by kings. They were run by communities. Water was a commons. And it was the harmony of communities that ensured that no one would take more than they share. I have done studies on 1,000 tanks linked to each other. And each community manages its tank, but then all the communities manage the 1,000. That is community governance. So when the dam started, Beti, Tehri, Narmada, I started to look at the ecological impact of what this could do. And then a whole new generation of activists came up. Medha became famous for taking on the work on the Narmada Dam. We've lost many colleagues who were fighting against the Tehri Dam, the Beti dams. And today, because of climate change, these dams either are becoming sources of aggravating floods or drought. They're empty. You see in the Tehri Dam in my region, you see the villages that were drowned come up. They're like ghost villages. The old Tehri town, which was the capital of that region, it comes up because in drought, they cannot manage drought and floods, even though they're called drought and flood control measures, especially because we are a tropical rainfall monsoons climate. And therefore we have a huge peaking. And you know, it's all right when you have rainfall like England, where from my assessment, in one day, we get as much rain in my valley as all of the year in England with its little bits of rain. So managing water, you know, is managing the hydrological flows, and the dams did not get it right. Yeah. Donc, ces barrages ont été surnommés les temples de l'Inde moderne et tout a été financé par la Banque mondiale. Alors que l'Inde était un pays d'irrigation, il existe de nombreux systèmes d'irrigation dans notre pays, notamment dans le Décan, avec des systèmes de citernes, pour en nommer qu'un. Donc, l'Inde est une véritable civilisation de l'irrigation, mais pas d'une irrigation centralisée. Et Marx s'était trompé en disant que l'Inde était une société hydraulique qui était aux mains des rois. Eh bien non, elle était aux mains des communautés. Donc notamment ce système de citernes, eh bien chaque communauté a sa propre citerne, mais ce sont des milliers de citernes qui sont reliées entre elles et ce sont l'ensemble de ces populations qui gèrent le réseau de ces citernes. Les différents barrages, que ce soit le Narmada ou le Tehri ou le Beti, tous ont été
été construit et je me suis intéressée à l'impact écologique de ces nouveaux barrages. Et toute une génération de nouveaux militants ont émergé à l'occasion de la construction de ces barrages. On a perdu d'ailleurs un certain nombre de nos confrères et de nos consoeurs dans ces batailles. Et aujourd'hui, ces mêmes barrages, face au changement climatique, sont source de problèmes plutôt que de solutions. Soit ils créent des inondations, soit des sécheresses. Et par exemple, le barrage de Terry, dans ma vallée, eh bien, aujourd'hui est complètement asséché. Et donc, on voit réémerger ces villages fantômes qui avaient été submergés à l'occasion de la construction du barrage. Et malgré le fait qu'on considère que ce sont des techniques de contrôle des sécheresses et des inondations, eh bien, c'est tout le contraire aujourd'hui qui se passe. Parce que, tout simplement, nous sommes un pays tropical, un pays de mousson, avec des pluies très violentes et très, très différent, par exemple, du Royaume-Uni. Et ce qui tombe en un jour dans ma région équivaut à l'ensemble des précipitations en une année au Royaume-Uni. Donc, évidemment, la façon dont on gère l'eau est différente. Il s'agit de gérer des flux et ça n'a pas été du tout le cas avec ces barrages. L'autre grand combat de votre vie, c'est la lutte contre le brevetage du vivant et la biopiraterie. En 1982, vous fondez dans votre ville natale d'Eradoun la Fondation de la recherche pour la science, la technologie et l'écologie. À l'aide de cet outil, vous allez affronter un monde surpuissant, celui des multinationales de l'agroalimentaire et l'enseigne emblématique des OGM dans le monde, à savoir Monsanto. Vous, ce que vous défendez, c'est l'agriculture paysanne traditionnelle et biologique. Alors, j'ai justement une photo de vous où on vous voit aux côtés donc, des paysans. Sincèrement, s'attaquer à l'agroalimentaire et particulièrement à Monsanto, on sait que ce n'est pas des enfants de cœur. Et donc, vous n'avez peur de rien, Vandana Shiva? You know, my life's guide has always been seeking truth. And that's my science and that's my activism. In fact, the Research Foundation was started because the government of India called me to look at mining in Doon Valley. And I went to the women in the villages and I asked, what's the issue of mining? And they said water. For the government, it was merely that our beautiful hill stations were starting to look ugly. And Indira Gandhi had said, the queen of the hills is being stripped naked. So the government became very active. We did the study. And from CHIPCO, we had found the natural forests left as water conservation bodies provide a bigger economy. And with the mining study, I realized that the limestone left in the mountains as a karst landscape is a water reservoir made by nature. And mining is basically tearing down the water supply. Stop now. Donc, ce qui me guide dans la vie, c'est la recherche de la vérité. C'est ce que je fais dans mon travail scientifique et dans mon travail en tant que militante. Et quand j'ai créé la Fondation de la recherche, c'était à la base parce que le gouvernement indien m'avait demandé de regarder de plus près la question de l'exploitation minière dans la vallée de Doon. Et donc, pour ce faire, je me suis rendue sur place et j'ai parlé aux femmes qui m'ont dit que le problème de l'exploitation minière, c'était un problème d'eau. Indira Gandhi avait déclaré que l'on était en train d'abîmer ces contreforts de l'Himalaya. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'étude avait été commanditée. Et j'ai appris à cette occasion que de la même façon que les femmes Chipko défendaient la forêt qui protégeait l'apport en eau, de la même façon, l'exploitation minière s'attaquait aux grès des montagnes qui, en fait, sont un réservoir d'eau. So, you know, my work is really to not leave nature's creativity invisible. That's, to me, science. You know, understanding how forest ecosystems work, or how geological formations work, how the soil works, how biodiversity works. And also to not make invisible the amazing indigenous knowledge, particularly women have of biodiversity. And so when the issue of patenting came up and
the corporation said so clearly, for us, genetic engineering is the route to patenting. It wasn't an end in itself. It was owning life. And for me, it was just so wrong to claim that by shooting a gene, a toxic gene, into the cell of a plant, you are creating life. I said, this is saying, God, move over. We will now be the creators and we will collect the rents. And that's where the billions made by the Monsantos. They weren't a seed company. They were a chemical warfare company. How is it that Bayer, which is Monsanto, and Syngenta, which is Ciba, Sandoz, AstraZeneca, and ChemChina combined, these two companies control 40% of the seed. They're making us chemicals. And I decided that every time a patent came, I would look at what were they claiming, challenge. So my grandmother used to use neem, it's a beautiful tree, as a director indica, which we use for pest control. I mean, it's got 1,000 uses. It's contraceptive, it's malarial care. It's called the pharmacy of the village. And in 1984, when the Bhopal disaster happened, I started a campaign, no more Bhopals, we will plant a neem. We don't have to kill people with pesticides. And 10 years later, I find it's patented. So this became the first case of biopiracy. And we fought it. You know how long it took? 11 years. We fought it 11 years. Big chemical corporation and the US government had joined for this patent. And 11 years, here we were, no money, but solidarity and love and trust. 3 women, we joined hands with 100,000 people of India. I brought 100,000 signatures to challenge this biopiracy. For me, biopiracy is stealing the creativity of living systems and the creativity of indigenous knowledge. It's a new form of piracy. Ce que je cherche à faire, c'est à rendre visible la créativité de la nature, la manière dont fonctionnent les forêts, dont fonctionne le sol, dont fonctionne la diversité, la biodiversité, et également de rendre visibles les connaissances indigènes, autochtones, les connaissances qu'ont ces populations de la biodiversité, et notamment les femmes. Quand la question des brevets a émergé, en fait, c'est lié aux entreprises qui ont commencé à faire de la manipulation génétique, qui n'était en fait qu'un moyen pour arriver à leur fin, qui était de breveter le vivant et donc de devenir possesseur et maître de la vie. Et leur ambition, qui à mes yeux était évidemment totalement erronée, était en injectant des gènes dans la cellule d'une plante, de créer la vie, donc de se prendre pour Dieu et de générer des profits. Et c'est ce qu'ont fait Monsanto, c'est ce qu'ont fait toutes ces grosses entreprises qui aujourd'hui produisent des semences, mais qui au départ sont des entreprises de produits chimiques qui ont participé à la production d'armes chimiques. Et les 2 plus grandes entreprises mondiales de semences détiennent 40% des semences dans le monde, alors que ce sont des entreprises chimiques au départ. Et c'est à cette occasion donc que j'ai commencé à m'intéresser à cette question des brevets. Je me souvenais de ma grand-mère qui utilisait le margousier pour soigner toutes sortes de maladies, pour lutter contre le paludisme. C'était un contraceptif, c'était également un répulsif contre les nuisibles, c'était considéré comme la pharmacie du village. Et quand en 1984, il y a eu la catastrophe de l'usine Bhopal, l'usine de pesticides qui a explosé, eh bien c'est là que je me suis mis à lutter pour que l'on plante des margousiers plutôt que de créer des usines de produits chimiques qui tuent tant de personnes. Et 10 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, le margousier avait fait l'objet d'un brevet. Donc ça a été le premier cas de lutte contre ce brevet, contre ce que j'appelle la biopiraterie, 11 ans de lutte contre cette entreprise chimique qui s'est alliée avec le gouvernement américain. Et pendant ces 11 ans, on n'avait pas beaucoup de financement, mais on a travaillé ensemble, 3 femmes recueillant 100 000 signatures de façon solidaire pour lutter contre ce brevetage du vivant. La biopiraterie, c'est vraiment voler la créativité des systèmes vivants et également les connaissances autochtones.
qu'elle a dit aussi, hein, c'est que ça a demandé voilà, de la détermination, que c'était un collectif, etc. Mais moi, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que ça a demandé un sacré courage. Je pense qu'on a en face de nous une femme qui a vraiment pas froid aux yeux, et je veux quand même lui poser la question de la peur. Mais peut-être d'abord, je pense qu'on peut peut-être lui manifester notre admiration. Alors, la peur. Comment vous faites pour gérer la peur? Vous avez peur de temps en temps, non? I'm very fortunate. You know, my parents taught me that if you follow your conscience, there is no power on earth you have to be afraid of. But you must be loyal to your conscience. So, of course, I've had huge threats from Monsanto and their lobbyists, and they're still busy, poor things. You know, Monsanto has disappeared and been eaten up by Bayer, but the lobbyists are still doing what they were taught to do, you know. Same people write the same thing again and again and again. So why would I be afraid of big power and big money if it doesn't stand on truth and it doesn't stand on justice? J'ai beaucoup de chance parce que mes parents m'ont appris que si l'on agit en conscience, et on a donc raison, ils m'ont appris que si on agit en conscience, on n'a aucune raison d'avoir peur. J'ai reçu évidemment des menaces de Monsanto et les lobbyistes qui les soutiennent. Alors depuis, Monsanto a été avalé par Bayer, mais néanmoins, les lobbyistes continuent, écrivent et disent toujours les mêmes choses. Mais pourquoi avoir peur de ces grandes puissances financières si leur puissance n'est fondée ni sur la vérité ni sur la justice? Alors, ce combat, vous le menez partout dans le monde et vous avez d'ailleurs soutenu José Bové en France dans les années 90. Vous avez aussi mis en place une banque de conservation des semences. Certains vont jusqu'à vous surnommer la Gandhi des graines. Et c'est clair que la pensée de Gandhi fait aussi partie, voilà, c'est un peu votre boussole, c'est aussi sur ces principes que vous appuyez votre action. Vous nous dites quelques mots sur Gandhi et comment ça vous guide? When I heard the corporations wanting to own the seed and claim they were creators of life, on the flight back, I'm thinking, how do you deal with this kind of empire over life itself? And my mind went to Gandhi, particularly his pulling out the spinning wheel. You know, the British Empire was an empire of cotton, and it had destroyed the whole world. You know, it had captured Africans as slaves, taken all the indigenous people's land in America, killed 90% of the indigenous people. Of course, enslaved India. The East India Company was created with just that purpose. That's why its name was East India Company. And Gandhi pulled out a spinning wheel. And when people laughed at him and they said, how do you think a few pieces of wood put together as a spinning wheel can defeat the empire? He said, it's the only thing that can, because a spinning wheel can be made by any community. The poorest of women in the smallest of huts can start spinning her cloth. And the day millions start making their own cloth, we will be free. Because cotton is what is enslaving us. And the second was when the British wanted to make money, like they're now wanting to make money out of seed and patents. They wanted to make money out of salt. They made it illegal for Indians to make salt. It was called the Salt Law. And Gandhi walked to the beach in Dundee and picked up the salt from the sea and said, nature gives it for free. We need it for our survival. We will continue to make salt. We will not obey your law. So I took inspiration from the spinning wheel and said, the seed is today's spinning wheel, because the empire now is over life, not just over cotton and textiles. And I took the inspiration from the salt satyagraha to do the seed satyagraha, that we will not accept the illusion
that life and seed and biodiversity is an invention of corporations, which are themselves an invention. That life has its own integrity, and that we will not allow the piracy of our knowledge. We will not allow ourselves to be enslaved and colonized again. So that's what I've done. And out of the Research Foundation grew the seed movement and the seed banks. We have created 150 community seed banks around India. And around the one in Dehradun, a beautiful initiative has grown. It's called the Earth University, learning from nature, learning from the seed, learning from the peasants. And we will be offering, we offer courses on ecological agriculture every year. And March, we always offer a course on ecofeminism. And on the 4th of March, we'll be celebrating Diverse Women for Diversity. Donc, quand j'ai entendu parler de ces entreprises qui cherchaient à être maîtres des semences et qui se déclaraient être les créateurs de la vie, sur le vol au retour, eh bien, j'ai réfléchi à la manière dont on allait pouvoir lutter contre cet empire qui est un empire sur la vie elle-même. Alors, pour revenir à Gandhi, l'Empire britannique était un empire qui s'est construit sur le coton et qui avait tout détruit à travers le monde avec l'esclavage des Africains, avec la destruction des communautés indigènes aux États-Unis. La compagnie East Indian Company a été créée dans le but même de perpétuer cet empire. Et Gandhi, comme geste révolutionnaire, avait sorti s'était présenté avec une machine à filer et on lui a rayonné en disant « c'est pas avec une machine à filer que l'on va lutter contre un empire ». Eh bien, il a répondu que c'était tout à fait l'arme pertinente pour lutter contre un empire qui s'était fondé sur l'exploitation du coton parce que c'était un outil qui était facile à construire et si toutes les femmes pauvres dans les villages les plus reculés se mettaient à filer leurs propres fils et à fabriquer leurs propres tissus, si des millions de personnes le faisaient, alors c'est ainsi que l'on gagnerait la liberté contre l'Empire britannique. Le deuxième exemple, toujours l'Empire britannique qui cherchait à générer des profits dans ces colonies, eh bien, ils souhaitaient avoir la main mise sur le sel et ont interdit la production de sel local. C'était la loi du sel. Et Gandhi, pour s'opposer à cette loi, s'est rendu sur la plage et a mis la main dans l'eau. On a retiré une poignée de sel en disant que le sel venait de la mer, que le sel était gratuit, qu'il était essentiel à la survie des Indiens et donc qu'il s'opposerait à l'application de la loi. Et donc, je me suis inspirée de Gandhi avec ces deux exemples en considérant que les semences était cet outil qu'on pouvait utiliser pour lutter contre cet empire qui n'est pas seulement un empire sur le coton, mais sur la vie tout entière. Et en refusant, grâce à nos semences, d'appliquer l'équivalent de la loi du sel avec ces semences que l'on garde et qu'on utilise. Et l'objectif, c'est de lutter contre l'illusion que cherchent à nous vendre ces entreprises, qu'elles créent la vie, qu'elles créent les semences, alors qu'elles sont elles-mêmes des entités créées, et qu'il faut lutter pour l'intégrité de la vie et en luttant contre la colonisation, une nouvelle colonisation qu'on nous impose. Donc, j'ai commencé avec la Fondation de la Recherche qui a ensuite entraîné le mouvement des graines. Et aujourd'hui, il y a 150 banques de graines à travers l'Inde et celle à Dehradun a donné lieu à l'Université de la Terre, qui est une université où l'on apprend des paysans, l'on apprend de la nature et des semences. Et au mois de mars, on organise une formation sur l'écoféminisme. Et le 4 mars, nous organisons un événement intitulé « Des femmes diverses pour une planète diverse ». Extra, hein, l'Université de la Terre. On a Patrick Scoffler, le président de l'Université catholique de Lille, président-recteur. Je pense qu'on va peut-être réfléchir à faire peut-être un lien avec l'Université de la Terre. C'est une bonne idée, ça, non? You will be happy? I'll be very happy. Hein? That's a good idea. J'en serais enchantée. Au campus de la transition, faire aussi un lien?
Il va y avoir des tractations, je pense, après cette biennale. Extra. Quand on parle de la machine à filer, c'est un rouet, non? C'est ça, hein? Parce que donc on est vraiment sur quelque chose de très, très rudimentaire et qui pourtant pouvait renverser l'Empire britannique. C'est extraordinaire. Dans la continuité de votre combat contre ce que vous qualifiez de terrorisme alimentaire, vous vous attaquez à un autre géant du secteur, Coca-Cola. Et vous réussissez à déloger Coca-Cola en 2004 de l'État du Kerala. 2 ans de combat, là encore, comment ça s'est passé? Well, you know, I basically offered my solidarity. I got an invitation in April of 2002. April 22nd is Earth Day. Now it's called Mother Earth Day. And I got this call to say the women are doing a satyagraha, a non-cooperation against Coca-Cola, and they want you to join for Earth Day. And I found it amazing that a village I don't know, women I don't know, are doing a satyagraha against Coca-Cola. Why? I have no idea. I don't know. I know the drink is rotten and I've never liked it. And we were so happy that in 1977, our Industry and Commerce Minister threw out Coca-Cola for tax evasion. George Fernandez was his name, an amazing minister. So we didn't have Coca-Cola in India from 77 to 95 when globalization forced us to open up for them. So I went down, I landed in Coimbatore, drove down to Plachimada, and here were 100 women and children standing and 500 policemen. Wow. So I shared, I listened to them, I shared my talk. I asked my Lama, who was a 65-year-old woman who'd led the struggle, I said, when I go back, what do you want me to tell the people of Delhi? She said, just tell them when they drink Coca-Cola, they drink the blood of my people. Because the water levels had gone way below because of 1.5 million liters every day. So when you see on a bottle of Coca-Cola or Kinley or whatever, manufactured by Coca-Cola, it's really water theft. They take water from communities and leave polluted water because the reverse osmosis leaves heavy metals in the water. So the water level is going down and what remains is undrinkable. So the women were walking 10 miles every day to get clean drinking water. And that's when my Lama said, no more, we must stop this company. So I watched 500 policemen. I said, they are going to trash them. And no one will know because no newspaper was covering this. Because Coca-Cola used to give such huge advertisements to the newspapers and TV channels that no one covered the story. So I rang up the head of a party, who was also an owner of a newspaper. I said, aren't you ashamed of yourself that this is happening in Kerala? And you must cover this as a story and let us build a campaign together. And he did. Mathrubhumi is the newspaper. And they lost all their Coca-Cola revenues. But we filed cases and a high court of Kerala said, water is a commons. It belongs to the community. Coca-Cola cannot steal it. And the state cannot give the rights to Coca-Cola because neither the state nor the corporation has the rights to the commons. The community has the rights to the commons. We did lots of meetings. I remember, I brought European parliamentarians, Jose Bové, after the World Social Forum, big gathering. And I remember the head of the plant came to say, we want to invite you inside. I said, we are guests of the community. You must call them too. They said, no, they can't enter. I said, well, if they're not allowed to enter, we won't come either because we are here as their guests. So finally, they allowed the community to enter and Jose and all of us walked in. So the media, the legal actions, the community persistence and international solidarity acted together to force Coca-Cola to shut the plant in 2004. I think it's historic. Yes. That a group of women, in an unknown area, to just decide, and that's the power of Satyagraha, that this is wrong and we can't let it continue.
And they stopped Coca-Cola. Donc, dans cette lutte, ce que j'ai fait, c'est offrir ma solidarité. En avril 2002, le 22 avril, c'est la journée de la Terre. Aujourd'hui, journée de la mer Terre. En 2002, donc, j'ai été invitée par des femmes qui organisaient une lutte contre Coca-Cola qui était implantée chez elles. Et donc, pour moi, c'était assez extraordinaire. Un village que je ne connais pas, des femmes que je ne connais pas, étaient en train d'organiser une action collective contre Coca-Cola et m'ont demandé de venir les soutenir. Alors, tout ce que je sais de Coca-Cola, c'est que je n'aime pas ça et ce n'est pas une très bonne boisson. Mais en 1977, le ministre à l'époque de l'industrie et de l'économie, George Fernandez, un homme formidable, avait refusé, avait fait quitter le territoire à Coca-Cola pour fraude fiscale. Et donc, entre 1977 et 1995, Coca-Cola n'avait pas le droit de citer dans le pays avant que la mondialisation ne fasse son œuvre et donc permettre le retour de Coca-Cola en Inde. Donc, invitée à ce rassemblement, je me suis rendue à Palimanda où j'ai trouvé une centaine de femmes et enfants qui faisaient face à 500 policiers. Et donc, j'ai pris le temps de les écouter, de parler avec elles et la chef du village, la lama qui avait 65 ans, elle m'a dit, eh bien, quand vous retournerez à Delhi, dites-leur qu'en buvant du Coca-Cola, en fait, ils boivent le sang de ma population. Et en effet, Coca-Cola puisait 1,5 million de litres d'eau pour fabriquer ces boissons. Et à chaque fois que l'on voit fabriquer par Coca-Cola, en fait, ce qu'ils font, c'est tout simplement voler des ressources d'eau et en retour, ils laissent de la pollution parce qu'à cause de l'osmose inversée, eh bien, on pollue les ressources en eau. Donc, non seulement les nappes phréatiques sont épuisées, mais l'eau qui reste n'est plus potable et les femmes sont obligées de marcher pendant des kilomètres pour trouver de l'eau. Donc, je vois ces femmes face à ces 500 policiers. Je me dis évidemment qu'elles vont se faire écraser dans l'indifférence totale parce qu'évidemment, Coca-Cola abreuve les médias, que ce soit la télévision ou la presse papier, en payant pour des publicités. Et donc, les médias ne couvrent pas ce qu'il se passe. Et donc, j'ai appelé une connaissance dans l'État du Kerala qui était à la tête d'un journal, le Marthabhumi, et je lui ai dit, c'est une honte ce qu'il se passe. Il faut absolument couvrir cet événement. Alors, il a perdu tous les sponsors, toutes les publicités, tout le financement de Coca-Cola, mais a permis de faire parler de cette réalité. Et un procès a eu lieu à la cour de Kerala qui a finalement décidé que Coca-Cola n'avait pas le droit de puiser dans ses ressources, que c'était du vol d'eau, que l'eau était un bien commun de la communauté et que l'État même n'était pas en capacité d'autoriser Coca-Cola à puiser cette eau parce qu'elle ne leur appartenait pas. Donc, il y a eu toute une série de réunions, de pourparlers. J'ai invité des membres du Parlement européen. José Bové était là. Et donc, le directeur du site Coca-Cola nous a invités à rentrer, mais ne souhaitait pas que les autres personnes, donc les femmes qui protestaient, rentrent avec nous. On a fini par leur faire entendre raison en disant qu'on était les invités de ces femmes qui militaient à l'extérieur et non pas de l'entreprise. Et donc, c'est en rassemblant nos forces, les médias, les juristes, la communauté elle-même et au travers de la solidarité internationale qu'on a pu faire fermer cette entreprise en 2004. Et je pense que ça a été vraiment un moment historique que ce groupe de femmes fasse fuir cette grosse entreprise et c'est vraiment le pouvoir de l'action collective. Et dans un territoire presque inconnu. And you know, we stopped Coca-Cola, but we also rediscovered all the wonderful healthy cold drinks we used to make from plants and fruits. And we then made this popular in schools. 4,000 schools made themselves Coke, Pepsi-free zones to drink healthy drinks. Donc, non seulement on a fait fuir Coca-Cola, mais ça a été également l'occasion de redécouvrir des boissons fraîches, saines, qu'on avait l'habitude de fabriquer chez nous à base de plantes. Et il y a 4000 écoles qui sont Coca-Cola free, c'est-à-dire qui proposent d'autres boissons alternatives. Je pense que c'est une sacrée source d'inspiration, tout ça. Alors, un autre
Un autre sujet qu'on va aborder, et tout à l'heure, Vandana Shiva a un tout petit peu commencé à dévoiler, puisqu'elle a parlé d'écoféminisme. Et effectivement, il y a cette question du féminisme. Là, je montre une image où, en fait, on voit Vandana Shiva le jour où elle a reçu ce fameux prix Nobel alternatif, en étant 1993. Donc, ce prix s'appelle le Right Livelihood Award. Je vous donne juste quelques explications pour que vous compreniez de quoi il s'agit. C'est un prix qui a été créé en 1980 et qui est présenté chaque année au Parlement suédois, généralement justement la veille de la cérémonie des prix Nobel. Et en fait, ce prix se présente un peu comme un complément critique au prix Nobel, puisqu'il s'agit de mettre en évidence le fait que le plus grand bénéfice pour l'humanité peut aussi se trouver dans des champs différents des sciences traditionnelles ou des catégorisations strictes que l'on a donc dans le prix Nobel. Et puis surtout, le Right Livelihood Award pointe du doigt une réalité, c'est que le prix Nobel a rarement récompensé des personnes de sexe féminin ou des personnes originaires des pays du Sud. Je pense que là, déjà, on comprend mieux le positionnement de ce prix. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le Right Livelihood Award a été a honoré Vandana Shiva, notamment parce qu'elle a placé les femmes et l'écologie au cœur du discours sur le développement moderne. C'est véritablement ça qui a mené à cette récompense. Et donc, j'ai envie vraiment de demander à Vandana Shiva, qui, on le comprend, est véritablement une femme qui ose faire trembler les puissants, eh bien, si pour elle, l'écologie et le féminisme, ça relève du même combat. Yes, they are. Voilà. Because what does the dominant paradigm, which has grown through colonialism and then with industrialism, what are its basic assumptions? That the earth is dead matter. It's inert raw material to be extracted for industry. It has no creativity of its own. It has no sustenance of its own. And women, of course, were reduced to the second sex. Yeah. So between the denial of the creativity of women and the earth and nature, all kinds of extraction became possible. And in a way, biopiracy is the latest of it, where basically what you take, because you've denied the source is creative, you make it your creation. That's how the illusion of GMOs saying, God, move over, can be created. So capitalist patriarchy was the converger of power of money over life and the power of gendered masculinity based on violence and domination over women. That unity of domination was based on denial of creativity of nature and women, an autonomy of self-determination. And when you recognize that the earth is alive, all her beings are alive, that women are sustaining this world with their work, which is not counted as work because they don't produce for markets and commodities. They produce life and they sustain life. And the definition of growth is if you produce what you consume, you don't produce. So nature doesn't produce. Women don't produce, small peasants don't produce. And the minute you remove this blinker of what some people have called necrophilosophy, the philosophy of death and denial of life, suddenly you find, where do we get the water from? The hydrological system. Where do we get the food from? The soil and the seed. Where do we get our breath from? From the amazing green leaf of plants, which has the power of photosynthesis to not just absorb the carbon dioxide from the atmosphere, but to convert it into food that gives us life and oxygen that gives us breath. So it's an amazing new imagination, and it creates new ecological possibilities.
Oui, tout à fait. Les deux vont main dans la main. Et si l'on regarde le paradigme de domination qui a commencé avec le colonialisme et ensuite s'est perpétué avec la révolution industrielle, les hypothèses qui les sous-tendent sont que la Terre est une entité inerte qui n'a pas de vie en elle-même et qui est une ressource dans laquelle on doit extraire, que la Terre n'a pas de créativité propre. Et c'est la même chose pour les femmes qui sont le deuxième sexe. Et c'est par ce déni de la créativité des femmes et de la terre et de la nature qu'on rend possible l'extraction et l'illusion que l'on peut alléguer comme étant sa propre créativité, la créativité de la terre ou des femmes, et c'est ce qui se passe avec la biopiraterie. Le capitalisme patriarcal donc fait de l'argent une valeur plus grande que la vie, fait de la domination et de la violence masculine un moyen de soumettre les femmes, et les deux s'appuient sur la même prémisse qui est de dénier toute créativité à la terre ou aux femmes, de dénier toute autonomie. Et si on reconnaît la terre comme un organisme vivant, si l'on reconnaît tout le travail des femmes qui passent sous les radars parce qu'elle n'a pas de valeur marchande, alors qu'elles travaillent, elles produisent la vie, c'est les œillères de ce système actuel où si l'on produit ce que l'on consomme, eh bien on considère qu'on ne produit rien vu qu'on le consomme. C'est le cas pour les petits paysans, c'est le cas pour la nature et pour les femmes. Donc si on enlève ces œillères de ce que l'on appelle la nécrophilosophie, qui se focalise sur la mort, sur l'inerte, si on enlève ces œillères, alors on découvre tout un système alimentaire qui est produit par le sol et par les semences. On se rend compte que ce qui fait que l'on peut respirer, eh bien, ce sont les feuilles qui, par la photosynthèse, transforment le CO2 en oxygène et créent de la nourriture. Et donc, ça crée toutes sortes de nouvelles possibilités écologiques. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, notamment dans ce combat contre Coca-Cola, de l'importance de la solidarité internationale dans les combats. Vous l'exercez aussi un peu partout. Et on vous voit ici, vous êtes allé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et vous dites que ce que vous avez constaté, c'était une violence militarisée qui s'abattait sur les militants. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous de ce que vous avez vu sur place? Et puis aussi, comment vous voyez les combats futurs? Est-ce que les choses risquent pas de se tendre et d'être peut-être encore plus vers l'escalade de la violence dans le futur? Well, you know, when you look at the history of colonialism, you know, colonialism didn't come through warm welcoming. It came through huge violence. And everywhere. And every step of colonizing the earth and enclosing the commons through which people can create their economies, it can only be done through violence. So, of course, I visited the ZAD, and when I was coming out, huge military vehicles and police vehicles were moving in as we were driving out. And then, of course, we saw entire, their houses were brought down, the community place was brought down. And I, hats off to the ZAD that they won to stop that, what is it, flying across the Atlantic? C'était un aéroport? Yeah, an airport for just flying faster. And, our brilliant national poet, Tagore, has said this rush for speed is the most violent colonization. Because everything now is being justified. You'll do this faster. Yeah. 5G, you'll do it faster. Yeah. Superhighways, you'll get there faster. But why are we always trying to escape, And I think the time has come for belonging. And I think the young people at ZAD, they took me to their communities, growing the best wheat, making the best bread. They've created a life, And I think we should respect them for having the courage
to create a community in a place which is so rich in biodiversity and would have been devastated. They got my name wrong. Yes, Vanda. I see that. Shorter nickname. Quand on regarde l'histoire de la colonisation, c'est une histoire de violence. Ça n'a jamais été une entreprise pacifique. Et de la même façon, à chaque fois que l'on cherche à coloniser la terre, qu'on cherche à faire main basse sur les ressources partagées, eh bien, ça ne peut se faire que par la violence. Suite à ma visite à la ZAD, eh bien, alors qu'on sortait du site, de gros véhicules militaires, eux, rentraient pour détruire les habitations qui avaient été construites, pour détruire le centre où se rassemblaient les zadistes. Et j'ai donc apporté mon soutien aux zadistes qui ont gagné cette lutte. Et notre poète national révéré, Tagore, disait que la course à la vitesse était la forme la plus violente de colonisation. Et aujourd'hui, en effet, on cherche toujours à aller plus vite, la 5G, les autoroutes, etc. Mais au fond, la question est de savoir pourquoi on va aller si vite et à quoi on cherche à échapper. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de se sentir appartenir à quelque chose. Et c'était le cas à la ZAD, où les zadistes m'ont emmené voir les champs de blé qu'ils cultivaient, le pain qu'ils produisaient. Ils s'étaient créé une vie dans cette zone d'une grande richesse de biodiversité. Et je pense qu'on doit avoir un grand respect pour eux qui ont construit une communauté dans cette zone et qui ont protégé. Yeah, so the first colonization was the land and territories, and it continues to be. ZAD was about colonizing land. Then was colonizing the seed and biodiversity, which is what my life's dedication has been. And now we are seeing the colonization of our bodies and minds. You know, that human beings as autonomous beings are through various means being defined as inadequate. Especially, you know, Silicon Valley, they have this philosophy of transhumanism, you know, that we must disappear into machines because we are inadequate. And I think this is the time to go into much deeper understanding of humanity, human freedom, human sovereignty, human solidarity. La colonisation a commencé par la colonisation des terres, et c'est encore le cas aujourd'hui, comme l'illustre la ZAD. Ensuite, on a cherché à coloniser les semences et la biodiversité, et c'est ce à quoi j'ai dédié ma lutte. Mais aujourd'hui, on cherche à coloniser les corps et les esprits. L'autonomie même de l'être humain est menacée. Le corps et l'esprit humain, tel qu'il est naturellement, est considéré comme inadéquat. Et c'est d'ailleurs le rêve de la Silicon Valley avec la philosophie du transhumanisme qui a pour objectif de nous faire disparaître dans des machines. Et je pense que le moment est venu, plus que jamais, de mieux comprendre notre humanité, de mieux comprendre notre solidarité humaine, notre souveraineté humaine. Alors justement, sur ce sujet-là, je vous invite à vous inscrire, à venir samedi après-midi. On va justement parler de tous ces enjeux de transhumanisme, nouvelles technologies, toutes les découvertes sur le cerveau, sur notre conscience, mais aussi la robotique, l'intelligence artificielle, les algorithmes d'apprentissage. Vous allez voir, c'est vertigineux. Nous avons un film qui s'appelle 5 nouvelles du cerveau qui donc sera diffusé à partir de 14h ou 14h30, je ne me souviens plus, mais en tout cas, c'est samedi. Et puis, ce sera suivi d'un grand débat qui, vous verrez, enfin, c'est juste passionnant. Donc, il faut absolument, on compte sur votre présence et parlez-en autour de vous. Une dernière question avant de vous donner un petit peu le micro. Alors, comme avec la traduction, etc., ça prend du temps, donc on aura moins de temps pour les questions-réponses, mais je pense que c'est passionnant. La dernière question que je veux poser à Vandana Shiva, c'est que notre époque fait face à toute une série de défis existentiels. Climat, effondrement de la biodiversité, pandémie, et maintenant la menace du feu nucléaire avec cette guerre russo-ukrainienne et donc la guerre qui est de retour ici en Europe. Nombre de personnes, et notamment chez les jeunes, sont déprimées face à tout ça. Et donc, quel message d'espoir voulez-vous transmettre? Well, it's precisely because the planet in its diversity faces such threats.
and vulnerable communities everywhere, you know. I mean, I work with communities who get washed away with one flood, one glacial melt, 2013, 20,000 people washed away in my region. Where do you get hope in such contexts? First, by aligning yourself through solidarity with life at risk. Second, not participating in the actions that are driving. I don't see these issues as separate. You know, the same problems that are driving species extinction and destruction of the biosphere are also driving increased emissions and increased climate change. They're also driving a food system that is on the one hand creating chronic diseases, 75%, and on the other hand, invading into forests to grow GM soya, to grow palm oil. And this invasion is at the root of so much of the new infectious diseases, 300 new infectious diseases that did not exist historically are coming from destruction of forests by agribusiness. So it's one system. And I think we should start looking at these as symptoms. You know, climate change is a symptom of the wrong energy use, the wrong industrial agriculture. So hope comes from doing the right thing, you know, saving your seed, growing your garden. I was told this university has an ancient garden, but to me, gardens everywhere are the solution to biodiversity erosion. They give habitat to the bees. They give you reversal of climate change patch by patch, like the spinning wheel. Yeah, one woman was spinning cloth as freedom. It wasn't one factory, but added together 1 million women is bigger than a factory. 1 million gardens are much bigger than the fossil edifice. And I've always said the crisis we face is not just fossil fuels, but is the fossilization of our minds and the fossilization of our hearts. And as long as we can bring imagination back to realize we are in a beautiful living earth, a generous earth, yeah, and we participate in it, that is where we sow the seeds of hope. Eh bien, c'est justement parce que la planète et sa diversité sont menacées, parce que les communautés sont vulnérables aujourd'hui, qu'il faut avoir espoir. J'ai travaillé avec des communautés dont les lieux de vie ont été inondés à cause de la fonte des glaces. Et l'espoir l'espoir est possible grâce à plusieurs actions. Tout d'abord, s'aligner et agir ensemble de façon solidaire pour défendre la vie. Et ensuite, ne pas participer à toutes les actions destructrices. Et pour moi, ce ne sont pas des problématiques séparées. Il n'y a pas d'un côté la destruction des espèces et de la biosphère, de l'autre côté les émissions de CO2 qui polluent l'atmosphère et un système alimentaire qui crée des maladies chroniques ou la destruction des forêts pour planter du soja ou de l'huile de palme qui génère de nouvelles maladies infectieuses. Tout cela fait partie d'un seul et même système. Et je pense qu'il faut voir tous ces dérèglements comme des symptômes, les symptômes du fait qu'on est engagé dans la mauvaise voie en termes d'utilisation d'énergie ou de système agricole. Et donc l'espoir vient du fait que l'on agit de la bonne façon, qu'on fait ce qu'il faut plutôt que de faire ce qui détruit. Et un exemple, c'est celui du jardin que vous avez ici à l'université. Eh bien, je crois en la force des jardins. Il faudrait que l'on cultive tous des jardins qui créent de la diversité, qui permet de faire pousser des aliments, de faire revenir les abeilles. Et c'est comme le rouet de Gandhi, une femme seule en train de tisser son fil ne peut rien, mais des millions de femmes ensemble sont bien plus puissantes qu'une grosse usine. Et c'est la même
même chose pour les jardins. Des millions de jardins permettront de lutter contre l'industrie des carburants fossiles. Mais quand on parle de cette crise des carburants fossiles, ce n'est pas uniquement celle des carburants, mais également de la fossilisation de nos esprits et de nos cœurs. Il faut remettre l'imagination au pouvoir et voir la Terre comme un ensemble vivant, une Terre vivante et généreuse. Et c'est là que l'on trouve les graines de l'espoir. Je pense que quand on écoute Vandana Shiva, on s'aperçoit à quel point il y a une profondeur de la pensée et il y a aussi une vraie poésie. Vous voyez, quand elle parle vraiment les fossiles et la fossilisation de nos esprits, à chaque fois, je trouve qu'elle a le sens de la formule qui vient nous toucher en plein cœur, qui montre les paradoxes. Alors, je vous dis ça parce que sachez que Vandana Shiva a écrit plus de 20 livres. Je vais juste en citer 3, les 3 derniers. Le livre « Restons vivantes », au sous-titre évocateur, Femmes, écologie et lutte pour la survie. Il y a mon amie Annie qui l'a là, elle vous le montre. Il y a aussi, en 2019, elle avait sorti ce livre 1%, reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches, qui est paru donc aux éditions Rue de l'Échiquier. Et le tout dernier, il est sorti il y a quelques semaines à peine, en septembre. Il s'intitule « Monoculture de l'esprit ». Il compile 5 essais militants qui sont absolument passionnants. Juste un dernier clin d'œil, son parcours exceptionnel est mis en lumière en ce moment même dans l'expo-spectacle qui s'intitule 24 heures de la vie d'une femme et qui a lieu actuellement à Bordeaux, à Cap-Science, jusqu'au 6 novembre. Et donc, Vandana Shiva fait partie des 6 femmes mises en lumière, donc des femmes d'un peu partout dans le monde. Je crois qu'on peut applaudir le parcours exceptionnel de Vandana Shiva. On a encore quelques minutes si quelqu'un veut poser une question. Eh ben, c'est beau ça. Je viens à vous, comme ça, on fonce, on essaye vraiment de bénéficier de chaque instant. Donc là et là. Merci pour tout. J'ai déjà, Gandhi sort de ce corps parce que je crois en la réincarnation et en Inde, franchement, c'est un deuxième Gandhi réellement. J'ai une première question qui est: quel est le plus grand défi du 21e siècle à vos yeux? Et puis très rapidement, une deuxième question: vu les enjeux énormes auxquels l'humanité doit faire face, pensez-vous que la forme de gouvernance actuelle de notre monde mérite d'être sérieusement repensée? Alors, bonjour. Moi, j'aimerais savoir si, comme l'écoféministe Françoise de Bonne, vous pensez qu'une des solutions à cette catastrophe climatique serait de mettre plus de femmes à la tête de grandes entreprises, à la tête de pays, et même peut-être leur laisser plus de place qu'aux hommes. Ah, je m'appelle Axel et je suis en communication. J'ai 20 ans. Merci. On attend les réponses. Je viens à vous. You know, the governance system was dramatically changed in 95. It should have been changed in 92. 92 is when we got the environmental treaties of legally binding obligations at the Earth Summit, the Convention on Biodiversity and the UN Framework Convention on Climate Change. But by 95, we had the rule of greed and the destruction of national democracy and sovereignty. So the problems we face today are a result of the deregulation of the economic system. Every revolution, whether it was the French Revolution or the nonviolent Indian Revolution, is always about reforming an unjust, inequality-creating, brutal system of governance linked to an economic model. So definitely, when you ask, what do I see as the most serious threats? I don't see the planet dying, because the planet will never die. You know, the earth will, you know, has been hot and has been cold, and she's had dinosaurs and she's been without dinosaurs. And she will just adjust to whatever
you know, she's had periods before human beings and after human beings, she can live. I see the crisis as the crisis of human beings in their place on the earth. And that crisis is already making life unlivable for large numbers. Climate disasters is one, but look at what they call the cost of living crisis in Europe. I think it's wrong to call it a cost of living crisis. It's the denial to live crisis. The denial to live with livelihoods, with economic security, ecological security. So, you know, I'm an ecologist, but I also work for justice, and I do not see the two as separate. Until we start combining the solutions for the human conditions with the solutions for our ecological planetary conditions, we will always get the wrong solution, which will make things worse. Your question on ecofeminism, I've just answered how some of the structures should never have existed. I do not think we needed Monsanto to control agriculture. So I would not like a woman president of Bayer or Monsanto. That, you know, the structures have to be made more just and equitable. Within that, women should play a bigger role. Yeah? But maintaining the structures of capitalist patriarchy that run for the 1%, as I have written in my book, Oneness versus 1%, is basically Margaret Thatcher, you know, turning feminism into Margaret Thatcher. And feminism can do better. Le système de gouvernance mondiale a été réformé de fond en comble en 1995, mais on aurait pu espérer que ce soit le cas quelques années auparavant, en 92, à l'occasion donc d'un certain nombre de traités environnementaux contraignants qui ont été adoptés avec la Convention sur la biodiversité et la Convention cadre sur le changement climatique à l'occasion du sommet de la Terre. Mais ça n'a pas été le cas. Et en 95, c'est la cupidité et la destruction de la démocratie et de la souveraineté qui a été à l'honneur dans la création de ce nouveau système de gouvernance. Tous les problèmes aujourd'hui sont liés à cette dérégulation de l'économie et toutes les révolutions, que ce soit la Révolution française ou la révolution non violente en Inde, ont été des révolutions contre un système brutal, injuste et inégalitaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus menaçant aujourd'hui? Eh bien, je ne pense pas que ce soit la destruction de la Terre. La Terre nous survivra. La Terre a connu les dinosaures, a connu des ères glaciaires, des périodes de réchauffement, et la Terre s'ajuste toujours. La question est aujourd'hui la crise de la place de l'homme sur cette Terre et qui aujourd'hui la rend invivable. On parle du changement climatique, mais il y a également cette crise du coût de la vie qui, je pense, est mal nommée. Je pense que c'est un déni du droit à la vie, que ce soit économiquement ou écologiquement. Et en tant qu'écologiste, eh bien, je crois que la solution viendra à la fois d'une réponse écologique et une réponse de justice. Si on ne cherche que des solutions sociales ou que des solutions écologiques, sans les combiner, eh bien, on court droit à notre perte. Sur la question de l'écoféminisme, ce sont les structures qui posent problème. Il ne s'agirait pas de remplacer le PDG de Monsanto par une femme pour résoudre le problème. C'est l'existence même de Monsanto qui pose problème. Donc, il faudrait des institutions, des structures plus justes dans lesquelles, en effet, les femmes jouent un plus grand rôle. Mais dans le système patriarcal et capitaliste aujourd'hui, qui œuvre uniquement au bénéfice des 1% les plus riches, comme je l'ai expliqué dans mon ouvrage, eh bien, décider qu'il suffirait d'y mettre plus de femmes, c'est de réduire le féminisme à Thatcher, et je pense que le féminisme peut faire mieux. Tout d'abord, merci. Juste ça, merci. Je suis Guy, un vieil étudiant en espoir, et je voudrais vous dire merci pour le combat des femmes et celui que vous avez relayé contre Coca-Cola. Et alors, désolé pour la suite, mais je sais que Coca-Cola sera sponsor de la COP 25. Et je voudrais savoir, est-ce que Coca-Cola a changé ou est-ce qu'on a perdu? Merci. Well, you know, the journey is a long journey. And Coca-Cola sponsored the Copenhagen Summit. And across the Copenhagen airport was Copenhagen. Yes, we should
try as much as possible to not allow the pollution of our public platforms by the dirty corporations. But the fact that they can take over a Copenhagen summit and a Egyptian summit doesn't mean our work is less or more. Our work is the same work we had to do without Coca-Cola or with Coca-Cola hijacking. But the entire UN system, sadly, right now, what are we facing? The UN system, which was supposed to be about public governance at the international level. It's not just the Coca-Cola hijacking. Gates hijacked the food summit, the fossil fuel industry, and those who want to have false solutions to climate change hijacked the Glasgow summit. So clarity of what is the right thing to do and what's the truthful way of living and thinking in this world, knowing who we are, where we are, what we do, how we do it, its consequences, and making the right choices. La route est en effet très longue. Coca-Cola était déjà sponsor de la COP à Copenhague. Quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait de grandes publicités avec écrit Coca-Cola. Coca-Cola. Donc, oui, il faut autant que possible lutter contre cet envahissement de nos espaces publics, nos espaces de débat par ces grandes entreprises qui polluent ces forums, mais leur présence n'enlève rien ou ne rajoute rien à notre bataille et à notre travail qui doit toujours continuer. Aujourd'hui, malheureusement, le système de l'ONU, qui devait être un système de gouvernance internationale publique, eh bien, est pris en otage par un certain nombre de puissances, de personnes puissantes. Bill Gates, par exemple, au sommet de l'alimentation. Les géants des carburants fossiles ont pris le pouvoir à la réunion du G7 à Glasgow. Donc, ce qu'on peut faire, c'est être lucide sur ce que nous devons faire, la bonne voie à suivre et être honnête et authentique en sachant qui on est, ce qu'on doit faire, comment le faire et faire les bons choix. On a une toute dernière question puisqu'on a déjà dépassé le temps. J'espère que... Ah non, on n'a vraiment plus le temps, je suis désolée, avec le temps de la traduction, etc. Donc, vraiment une question courte et puis on va essayer de faire une réponse courte. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre présence exceptionnelle et très précieuse. En fait, il y a 20 ans, j'avais assisté à une conférence donnée par un des PDG de Coca-Cola, un PDG continental de Coca-Cola. Il avait dit que we sell Coca-Cola in the countries where people cannot find clean water to drink. Et il n'y avait personne qui avait réagi, inclus moi. Et 20 ans est passé. Aujourd'hui, moi, je suis enseignante et je donne ça comme exemple à mes étudiants pour leur faire réagir, mais il y a encore très peu de personnes qui réagissent. Donc, quel est le mot-clé que vous pouvez me dire que je peux faire réagir mes étudiants quand ils entendent ce scandale? Bon, bah, du coup, c'est un mot, c'est bien comme réponse, mot-clé. Experience, solidarity. Yeah. So now you have the alternative story of Coca-Cola robbing people of drinking water, not bringing clean drinking water. And anyway, even those who are drinking their brown liquids, whether it's in a black can or a red can, they're poisoning themselves anyway. So I think we need a much broader awareness and discussion on what we eat and how we produce it, what we drink and how it was produced, what we wear, how that was produced, and that larger conversation. I think the young people are ready for it.
Je pense que les mots-clés, ce serait l'expérience et la solidarité. Maintenant, on sait, on connaît tout l'autre versant de l'histoire, le fait qu'en effet, Coca-Cola vole des ressources naturelles, vole de l'eau plutôt que d'apporter une boisson à ses populations. Et il faut également faire prendre conscience qu'on s'empoisonne soi-même en buvant ces boissons. Dans tous les cas, il nous faut plus de conscience de nos systèmes alimentaires, la façon dont on produit l'alimentation, dont on produit ce que l'on boit et ce que l'on porte. Et c'est ça qui est le discours qu'on doit faire passer aux jeunes, et je pense que les jeunes sont prêts à l'entendre aujourd'hui. Je pense qu'on peut aussi applaudir notre traductrice qui est vraiment extraordinaire, Camille Mercier-Sanders. Vraiment, merci. Elle traduit même Argousier, tout ça. Je trouve ça extraordinaire. Et évidemment, un tonnerre d'applaudissements pour Vandana Shiva.